Disciplina Calliopitus. Oui, bon, j'ai pas la vraie baguette d'Hermione. C'est vrai, bon, il n'y a pas mort d'homme. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. De comment tu écris le coup? C-O-U-P ou C-O-U-T? Il n'y aura pas de report. La Dretz ne va pas te couper C'est l'activité. fini. C'est ce que je peux toujours former après janvier 2022. Pour répondre à la question de Léa, il faut savoir que le prérequis pour entrer dans une démarche, pour obtenir la certification Calliope, je veux dire. T'es qui? Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'interviewe Corinne. C'est qui? Ça, je vous le dirai un petit peu plus tard. Elle va nous parler de Calliope. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Elle va vous expliquer les bases de Calliope, ce que c'est et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Si à la fin de cette vidéo, vous décidez que votre organisme de formation doit être Calliope, eh bien, je vous apprendrai cette formule. Disciplina Calliopitus. Hermione en action. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Parlons de Calliope. Calliope, est-ce que ça vaut le coup? Ah, intéressant. Est-ce que ça vaut le coup? Attends, j'ai mon retourneur de temps, c'est bon. On revient en arrière, voilà. Allez, donc par rapport à ta question. Calliope, est-ce que ça vaut le coup? Tout dépend de comment tu écris le coup. C-O-U-P ou C-O-U-T? Ah, voilà. Eh ben, les deux, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup? Moi, franchement, je me suis posé la question, est-ce que j'y vais ou pas, Calliope? Ça fait tellement peur que est-ce qu'on y va? Et combien ça coûte? Est-ce que ça vaut Tout le à coup? Est-ce fait. que c'est rentable, cette histoire? Florence, j'ai envie de te répondre que ce n'est pas une question que tu vas te poser, mais plusieurs. La première, si tu as des clients qui utilisent des fonds mutualisés, type FAF pour les indépendants, les fonds d'assurance formation, ou les OPCO pour les salariés, ou si tu as également des clients qui utilisent des fonds publics, Pôle emploi par exemple, les fonds de la région, tout ce qui est fonds en lien avec les organismes publics de l'État. Là, Calliope va être obligatoire si tu veux que tes clients puissent utiliser leurs fonds de financement. Autre question que tu dois te poser, c'est la part du chiffre d'affaires de formation dans ton chiffre d'affaires global. Si tu es un formateur indépendant et que ton chiffre d'affaires de formation, c'est 100%, là, je te dirais, c'est conseillé. Okay. Si par contre, ton chiffre d'affaires, si ton activité n'est pas la formation en activité principale, là, à ce moment-là, je te préconise de calculer, en allant voir ton bilan pédagogique et financier, la part de ton chiffre d'affaires formation sur la part de ton chiffre d'affaires global. Tu peux tout à fait faire des prestations de consulting et des prestations de formation. Pour ma part, j'ai ces deux activités, consulting et formation. Si effectivement le chiffre d'affaires de formation est quand même assez important, à ce moment-là, je peux regarder le coût que va me coûter justement le fait de faire un audit Calliope. Toujours pareil, dans l'optique de te dire, est-ce que mes clients vont bénéficier de fonds de formation? Et ça, je pense que c'est la première des choses qu'il faut regarder quand tu te poses la question pour Calliope. Quelle est ta cible clientèle? Si tes clients effectivement utilisent des fonds de formation, tu ne vas plus les avoir, ces clients, puisqu'en général, ils veulent les utiliser. Si tu as des grosses entreprises, ça peut arriver. Les grosses entreprises n'ont pas besoin, n'utilisent pas, n'ont pas d'OPCO en fait. Ils ont leurs propres fonds de formation. Donc là, il n'y a pas de fonds mutualisés ou de fonds publics à utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les grosses entreprises, la plupart du temps, sont eux-mêmes certifiés ou labellisés. Ils sont dans une démarche qualité. Oui. Et j'ai déjà vu des organismes de formation se faire retoquer, ne pas être pris parce qu'eux-mêmes n'étaient pas dans une démarche qualité. Ah oui, donc, Calliope, dans ce cas-là,
ce n'est pas forcément pour des clients qui utilisent des fonds, mais c'est plus pour montrer que tu es dans une démarche qualité. Ok. Si tu as comme cible des grosses entreprises, je parle, ou des ETI, des entreprises à taille intermédiaire. Donc, tout dépend de ta cible de client. D'accord. Donc, si moi, par exemple, mes clients sont, imaginons, des particuliers qui n'utilisent pas aujourd'hui leur compte CPF pour acheter mes formations, je me dis Calliope, j'en ai peut-être pas besoin. En revanche, si je travaille, Alors, comme tu dis, avec des grosses entreprises, ils vont peut-être me demander Calliope. Je risque de perdre des gros clients, du coup, si j'ai pas cette certification. ma troisième question, c'était est-ce que tes formations sont au CPF? Et là, je te réponds, si tes formations sont au CPF, tu es obligé d'être Calliope, Ouais, puisque t'as pas le choix. tu n'as pas le choix. Tes formations sont enregistrées soit au RNCP, Registre national des compétences professionnelles, soit au RS, répertoire spécifique, avec les certifications et les habilitations. Et là, ces formations sont enregistrées sur le site de France Compétences et tu es obligé qu'elles soient certifiées Calliope. Là, tu rentres dans la certification Calliope. Donc, ton exemple de particulier, oui, mais si ils n'utilisent pas le CPF. Ok, C'est-à-dire qu'ils payent eux-mêmes la formation. Donc, tu vois, c'est assez d'accord. restreint quand même. Ouais, mais carrément, et je suis en train de me dire, bon là, imaginons, j'ai une formation euh, où mes clients payent avec leur compte CPF, mais je n'ai pas encore Calliope. Je peux jongler comme ça pendant combien de temps? Bah, tu ne peux pas jongler dans le sens où si ta formation n'est pas Calliope, tu ne peux pas la rentrer donc, sur la plateforme du CPF. D'accord, donc Donc, en fait, si je tu n'es pas veux, visible en fait sur le CPF. d'accord. Donc là, on n'a pas le choix. Je te disais aussi, Florence, que tout dépend de ton chiffre d'affaires global, enfin ton chiffre d'affaires de formation par rapport à ton chiffre d'affaires global de toutes les prestations que tu peux proposer. Pourquoi? Parce que en me posant la question tout à l'heure, est-ce que ça vaut le coup d'aller vers Calliope? Je t'ai répondu, regarde également le coût COUT. Donc, le coût d'un cycle moyen d'audit, enfin, le coût moyen d'un cycle d'audit, donc un cycle d'audit, c'est un audit initial et un audit de surveillance. Et l'audit initial, donc tu le prévois dans les mois prochains. L'audit de surveillance, lui, a lieu 18 mois après. Et ensuite, tu repars sur un autre cycle d'audit, 3 ans après ton audit initial, avec un audit de renouvellement et ensuite un audit de surveillance 18 mois après. Donc, tous les 18 mois, tu as un audit. Et le coût de ce cycle d'audit, c'est-à-dire initial et surveillance, il faut compter en moyenne 1 500 euros. Je te dis en moyenne, pourquoi? Il y a plusieurs critères qui vont entrer en ligne de jeu. Si tu es déjà labellisé, c'est-à-dire si tu as déjà une certification ou un label, ton audit va durer moins longtemps puisque tu ne vas être audité que sur une dizaine d'audits. Donc, automatiquement, hop, ça va baisser ton coût. Par contre, si tu es multisite ou si tu es un CFA, là, le coût va augmenter puisqu'il va falloir rajouter une demi-journée supplémentaire. Au lieu de faire une journée d'audit, tu auras un jour et demi. Donc, c'est pour ça que je te dis, pour un organisme de formation qui est, on va dire, soit un indépendant ou soit un TPE avec quelques formateurs, parce que là aussi, le chiffre d'affaires rentre en compte. Il ne faut pas dépasser 750 000 euros de chiffre d'affaires si tu ne veux pas avoir une demi-journée supplémentaire. Enfin, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, mais en moyenne, c'est un jour d'audit plus une demi-journée d'audit de surveillance. Et là, ce un jour et demi coûte 1500, en moyenne 1 500 euros. Tout dépend de l'organisme certificateur auquel tu demandes l'audit. D'accord. Oui, ça fait déjà un petit budget quand même, hein. Donc, il faut calculer, ça va me coûter 500 euros par an. Quel est mon chiffre d'affaires à l'année pour que ces 500 euros, je puisse les amortir dans mes formations, mais préparer
une certification Calliope, ça n'est pas qu'un coût COUT financier, c'est aussi un coût au niveau du temps administratif que tu vas y consacrer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si tu veux vraiment qu'on fasse un entretien là-dessus. Mais voilà, tout ce calcul, en fait, il y a le coût, effectivement, de l'audit, mais il y a tout ce que ça va engendrer en charge administrative à côté, qui, elle, n'est pas négligeable. D'accord. Donc, il y a une vraie question quand même à se poser de manière générale. On se pose et on se dit, bon, est-ce que vraiment je le fais ou pas? Et comme tu dis, il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Si aujourd'hui, j'ai déjà des formations qui sont référencées ou j'ai déjà du CPF, forcément, j'ai pas le choix que d'y aller. Tout à fait. Je vais me poser la question globalement. Si aujourd'hui, je vends des formations, mais c'est pas encore pris en compte, là, je vais me poser la question vraiment, est-ce que j'y vais ou pas? Tout dépend de ta situation à ce jour pour savoir si effectivement ça vaut le coup d'être certifié Calliope. Et après, c'est aussi une question de quelle est ta cible clientèle. Si effectivement tu as affaire à des grosses entreprises, en général, les grosses entreprises sont déjà elles-mêmes dans une démarche de qualité et elles prennent des… Pourquoi? Parce qu'il y a aussi on va dire la RSE qui rentre un peu en compte et elles prennent des organismes qui sont eux-mêmes certifiés, qui sont dans une démarche qualité. D'accord. Très bien. Corinne, la dernière news est tombée. Oui. Il n'y aura pas de report. Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Je la confirme. Il n'y aura pas de report, c'est foutu. C'est foutu. Non. Pour expliquer pourquoi il y a eu un premier report déjà de 2021 à 2022, c'est qu'effectivement, lorsque la démarche Calliope s'est mise en place, enfin lorsque les premiers organismes certifiés sont arrivés, c'était fin 2019. Et le temps que les organismes qui n'étaient pas encore partis dans la démarche qualité, il y a eu le confinement en mars 2020. Il y a eu quand même un bon moment où il a fallu que les organismes de formation s'organisent pour eux-mêmes dispenser leur propre formation, donc n'avaient plus du tout la tête à aller dans la démarche qualité Calliope. Mais à l'inverse, il y en a qui se sont retrouvés sans activité et c'est là qu'elles ont fait leur démarche Calliope. Donc, tu vois, il y a eu les deux, il y a eu les deux façons de procéder. Mais surtout, ce sont les organismes certificateurs qui ont dû eux aussi s'organiser pour pouvoir faire passer les audits. Et là, ça a été plus long que prévu à mettre en marche. Et ils ont préféré, pour ne pas pénaliser, en fait, parce qu'ils savaient très bien qu'en fin d'année 2021, il allait y avoir un goulot d'étranglement, pour ne pas pénaliser les organismes de formation et que les organismes certificateurs ne soient pas non plus complètement étranglés par la charge, ils ont préféré reculer d'un an, donc au 1er janvier 2022. Alors, pour te donner quand même quelques statistiques, comme ça va alimenter ton blog. Ce qu'il faut savoir, c'est que… alors, je suis allée sur le site de Certifopac pour te donner mes sources. Et il faut savoir, en France, il y a 106 625, tous les organismes confondus, c'est-à-dire les OPAC, les organismes de formation, les centres de formation par l'apprentissage, les cabinets de bilan de compétences et ceux qui font passer les titres professionnels via la VAE. Donc, tout ce qu'on appelle les OPAC, les organismes prestataires d'actions de formation concourant au développement de la compétence, tu as la définition exacte de ce que c'est qu'un OPAC, il y en a 106 625 en France. Et les dernières statistiques que donne donc Certifopac, c'est qu'ils sont à l'heure actuelle 27 898 organismes engagés. Engagés, c'est-à-dire qu'ils sont soit déjà certifiés, soit ils ont déjà signé un contrat avec un organisme certificateur. Donc là, il y a une statistique officielle où la direction générale interroge les organismes certificateurs pour connaître en fait le nombre d'organismes qui se sont engagés à aller vers la certification Calliope.
Donc, à ce jour, sur ces 27 898, tu peux compter qu'il y en a à peu près plus de 55 qui sont déjà certifiés, 55% qui sont déjà certifiés. Donc, il en reste encore plus de 12 000 en cours de certification auprès d'organismes certificateurs pour passer l'audit. Donc, voilà, sur le dernier trimestre, il reste encore plus de 12 000, sachant qu'il y en a encore un bon paquet qui ne vont pas, pour l'instant, qui ne se sont pas encore décidés à aller vers la certification Calliope. Il est peut-être temps de réagir, là, non? Ce serait peut-être pas mal quand même, hein. Et comme je te renvoie à ta première question, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça. C'est ça, parce que je me dis, bon, 106 000, donc déjà, ça fait quand même du monde. Bon, il y en a qui ont peut-être pas besoin de Calliope, mais je pense, en revanche, ceux qui en ont besoin et qui en ont pas conscience, euh, là, en 2 mois, ça me paraît quand même tendu. Imaginons, enfin, comment ça se passe 1er janvier 2022, je n'ai pas la certification, j'en avais besoin. Mon OF, c'est fini? Non, ton OF n'est pas fini. Tu peux toujours, heureusement, tu peux toujours dispenser des formations. La seule contrainte, c'est que si tes apprenants demandent un remboursement auprès de leur organisme financeur, si tu n'es pas certifié Calliope, tes apprenants ne pourront pas demander un remboursement auprès de leur organisme financeur. C'est la seule contrainte, en fait. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas certifié Calliope que tu ne peux plus faire de formation, heureusement. Tous ceux qui ne vont pas être certifiés Calliope vont continuer à dispenser des formations. La seule chose, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité de prise en charge auprès des fonds mutualisés ou des fonds publics. C'est tout. D'accord. Mais la DRETS ne va pas te couper l'activité. Non. C'est Tu peux fini, continuer à faire des 1er janvier. formations. D'accord. Alors, c'était justement ma question juste après. C'est est-ce que je peux toujours former après janvier 2022? Parce Oui. que, bon, ouais, me voilà rassurée. Parce que pour moi, du coup, Calliope, c'est pas, j'en ai pas besoin pour l'instant. Bien que je trouve quand même que, on en parlera après, qu'il y a une utilité enfin, ça a été mis en place et vraiment, c'est pas pour rien. Tu vas nous parler un peu plus tard de démarche qualité. Et même si moi, je vais pas l'avoir, ça ne m'est pas, on va dire, utile d'un point de vue fonds mutualisé. Par contre, d'un point de vue, comment dire, organisation, comment j'organise ma veille, hop, je glisse un petit teaser pour la suite, que ce soit ma veille ou, comment dire, mon administratif, il y a quand même tout intérêt à appliquer toute cette démarche qualité, quoi. C'est vrai que à quoi sert Calliope? C'est pas uniquement obtenir une certification. Souvent, quand j'ai des clients qui m'appellent pour la première fois et qui me posent toutes ces premières questions, à quoi sert Calliope? Déjà, toutes les questions qu'on s'est posées avant, ça me permet de vérifier avec eux s'ils ont vraiment besoin d'être certifiés Calliope. Et ensuite, quand j'analyse, quand je rentre un petit peu plus dans ce qu'ils ont déjà mis en place, souvent, la plupart du temps, ils sont déjà organismes de formation. Ça fait des années qu'ils pratiquent et qu'ils sont formateurs. Mais ici, la certification, alors au-delà de Datadoc, Datadoc était ce premier référentiel qui a été mis en place à partir de 2015 et qui avait demandé déjà dans un premier temps d'entrer dans une démarche qualité. Ce que j'ai fait, je suis entrée dans cette démarche qualité à partir de 2016. Début 2016, je me suis formée à entrer dans cette démarche qualité. Alors au début, c'est beaucoup de travail personnel à mettre en place, effectivement. Mais ensuite, j'y ai vu tout l'intérêt parce que ça m'a permis de voir alors, rentrer dans une démarche qualité, c'est mettre en place des procédures. Donc, au début, quand on dit procédure, oula, ça pique un peu, on se dit. Mais la première des choses que je fais quand j'accompagne effectivement des clients et que je leur dis, on commence par la procédure formation. Vous êtes sûr de suite là, d'emblée j'ai dit oui, parce que vous allez comprendre toutes les étapes par où il vous faut passer, c'est-à-dire de l'analyse du besoin client jusqu'à l'évaluation et la satisfaction finale de votre client. Ça va vous permettre de voir toutes les étapes dans votre procédure, de votre process qui vous permet
d'avancer petit à petit et surtout de voir qui fait quoi et quel document je dois produire à ce moment-là. Et ensuite, quand on prépare la certification Calliope, ben là, tout d'un coup, tout se met dans l'ordre. Donc, quand on prépare cette certification, c'est effectivement se mettre dans une démarche qualité avec des procédures. Et j'ai encore eu le cas avec un client qui a changé d'assistante administrative et qui avait fait la formation avec moi. Et donc, on avait mis en place la procédure de formation. Et il m'a dit, Corinne, tu ne peux pas savoir comment cette procédure, du coup, elle me sert pour les personnes qui arrivent et qui viennent donc accompagner le formateur dans son administratif. Et là, il me dit, la procédure, elle sert à ça aussi. Elle ne sert pas uniquement pour le formateur, elle sert aussi pour toutes les personnes qui font partie de l'organisme de formation. Et ils connaissent du coup quel est leur rôle. Quel est le rôle de la personne dans la procédure. On indique qui fait quoi et quels documents on doit mettre en place ou on doit utiliser pour répondre à cette démarche. Donc, pour ça, c'est tout bénéfice. Hein, au début, ils ne voient pas l'objectif de la démarche, mais après, quand ils ont fini la démarche qualité, là, ils me disent, ça y est, on va gagner du temps parce que maintenant, on sait exactement ce qu'on doit faire. Ça apporte du sens et puis de la clarté aussi au rôle de chacun. Tout à fait. J'ai eu une question de Léa qui m'a posé une question dans les commentaires. Peut-être que je peux te la poser. Sa question. Alors, je te lis la question. Léa nous dit, bonjour, mon EAF est en cours de déclaration d'activité pour obtenir un numéro, puis passer à la certification Calliope. Nous exerçons la formation sans certification depuis maintenant plus d'1 an, mais la notion de formation professionnelle n'est pas inscrite dans les statuts de l'entreprise. SAS. Est-ce que ça pose problème pour obtenir la certification? Pour répondre à la question de Léa, il faut savoir que le prérequis pour entrer dans une démarche, pour obtenir la certification Calliope, je veux dire, d'être enregistré à l'adresse et d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc, si elle n'est toujours pas déclarée à l'adresse et qu'elle n'est pas enregistrée avec un numéro de déclaration d'activité, la première des choses que va lui demander l'organisme certificateur, c'est son numéro de déclaration d'activité. Bon, on commence par là, du coup. Voilà, c'est le numéro qu'il faut avoir pour pour demander une certification Calliope. Il faut être enregistré à l'adresse. D'accord. Bon, alors on va commencer par là déjà, le numéro d'activité. Après, on réfléchira à Calliope. Mais c'est vrai que quand j'y pense, il y a tellement de personnes maintenant qui vendent des formations, tu sais, sur Internet, il y en a plein, qui sont pas du tout organismes de formation, parfois qui sont même pas du tout formateurs. Et d'ailleurs, il y a énormément utiliser votre compte CPF, on en voit dans tous les sens. Mais à un moment donné, est-ce que vraiment on peut, enfin, comme tu viens de me le répondre, non, on peut pas utiliser le compte CPF de toutes les personnes si déjà on n'est pas un organisme de formation. Tout à fait. Ça commence par là. Ça commence par là. C'est-à-dire que les formations qui sont inscrites au CPF sont obligatoirement enregistrées, comme je te l'ai dit, soit sur le site de France Compétences. Donc, derrière, c'est toute une procédure de formation que tu dois mettre en place puisque France Compétences insiste sur le fait que les formations qui sont au CPF doivent être qualifiantes, certifiantes ou diplômantes. Donc derrière, il y a un référentiel avec les compétences que le formateur doit faire acquérir, compétences ou connaissances, hein, que le formateur doit faire acquérir à l'apprenant, aux apprenants. Donc, il y a toute la méthode pédagogique à mettre en place. Il y a l'évaluation à mettre en place, puisque dans le référentiel, on indique également quel est le système d'évaluation. Enfin, c'est tout ça qu'il faut mettre en place, même dans une formation CPF, même si elle est en e-learning. Bien sûr. D'accord. Alors, j'ai une dernière question, Corinne. Comme ça, hein. T'es qui? Je suis qui? Eh bien, merci de poser cette question. Donc, je m'appelle Corinne. Ça,
Tu l'as senti? C'est inscrit en plus. Ah oui, là, ouais. Alors, Par contre, je ne prononcerai pas ton nom de famille parce que j'aurais peur de dire une connerie, tu vois. oui, Verilimirk, ça se dit brrr. Je suis donc consultante formatrice, indépendante depuis 2012 et pendant tout mon parcours professionnel, quand j'étais salariée, je faisais de la formation, mais en interne. Et en 2012, j'ai décidé de monter ma structure en indépendante, dans un premier temps sur 2 activités, secrétaire externalisée et formatrice bureautique, puisque c'était mes deux compétences que j'avais quand j'ai créé ma structure en 2012. Donc, quand j'ai créé ma structure, je me suis déclarée organisme de formation pour de suite bénéficier, parce que l'objectif de te déclarer en tant qu'organisme de formation, c'est que tu peux toi-même bénéficier d'aide de la part d'organismes publics. Par exemple, tous les ans, tu es organisme de formation, puisque là maintenant je suis dans une coopérative, mais lorsque j'étais enregistrée avec mon NDA en tant qu'organisme de formation, j'avais droit à des formations délivrées par l'ORIF-PL. Donc c'est un organisme qui délivre des formations pour les formateurs. Voilà, pour les formateurs. Donc, j'ai pu bénéficier de ces premières formations qui m'ont permis de démarrer mon activité. Donc, c'est important lorsqu'on démarre son activité et de choisir son code NAF ou son code d'activité. Si on veut être formateur, de suite, choisir le code 8559, c'est ce qui permet d'être enregistré formateur et de bénéficier d'aide de la part d'organismes publics. Alors, attends, je note. Ça, c'est quelque chose que je t'apprends. Du coup, eh ben, le 85-59, oui, tu me l'apprends. Et du coup, je me dis, merde, j'espère que j'ai pris le bon truc. Ah, sinon, tant pis, hein, il n'y aura pas d'aide. Voilà, tant pis. Donc, quand on peut être multi-activité. J'étais formatrice bureautique et secrétaire externalisée. On peut être multi-activité. Mais effectivement, lorsque je suis rentrée ensuite en démarche qualité à partir de 2015, là, j'ai vu le temps que je devais consacrer à l'administratif. Et ça, j'ai commencé à le calculer. Et ensuite, quand j'ai voulu changer de statut, c'est là que j'ai rencontré donc, une personne qui m'a fait découvrir une coopérative d'activité et d'emploi. Et là, j'y ai vu le bénéfice de pouvoir accompagner, donc, enfin, pas accompagner, mais de rentrer dans cette coopérative. Et comme on était également plusieurs formateurs à vouloir la certification Calliope, on a pu, de façon collective, donc moi-même proposant des formations, j'ai pu donc accompagner tous les formateurs dans cette démarche qualité au sein de la coopérative. Donc, ça fait que on a pu mettre des outils en place pour gagner, en fait, mutualiser nos outils en utilisant donc un logiciel, hein, un CRM, et qui nous a permis de gagner du temps sur toutes nos démarches administratives. D'accord. Et c'est vrai qu'il y en a, tu parles de CRM, il y en a de plus en plus qui sont utilisés et qui aident fortement euh, pour s'organiser au mieux. Alors après, il y a des entreprises qui créent leur Oui, propre CRM. il y en a qui développent leur propre CRM, hein, de plus en plus. Ouais, ouais, moi, je travaillais dans une entreprise qui était, enfin, bon, alors, à l'époque, hein, ils avaient la norme NF345 et le client donneur d'ordre avait l'ISO 9001. Donc, autant dire que moi, l'admin, c'est bon. C'est vrai que ça prend, enfin, moi, ça me prenait un tiers de mon temps. Finalement, l'animation de formation, c'était ce qui me prenait le moins de temps. Mais forcément, c'est là où on s'amuse le plus. Mais quand tu es habitué, j'ai envie de dire, à manipuler comme ça des CRM où c'est vrai que tu dois tout noter, tout ce que tu fais, tu le notes, qui t'a formé, à quel moment, qu'est-ce que tu as dit, comment les personnes ont réagi, les quiz, enfin bon, bref, tout. Quand tu es habitué dès le début, et il vaut mieux, je pense, dès le début, l'intégrer, même si tu n'as pas de label quelconque, même si tu rentres pas dans Calliope, le fait de tout se noter, de tout référencer, si à un moment donné, tu veux avoir du Calliope ou n'importe quel autre label, bah, tu sais déjà des choses, tu fais déjà des choses. Donc, c'est beaucoup plus Tout à simple. fait. En plus, tu as des CRM qui sont tout à fait adaptés pour des indépendants.
Donc, ce n'est pas uniquement pour les gros centres de formation, les CRM. Hein. Il y a des CRM qui sont, dont leur cible, ce sont les indépendants. Donc, bien évidemment, le prix de l'abonnement est beaucoup moins cher que s'il y a plusieurs formateurs ou plusieurs apprenants, puisque tout dépend également du nombre de formateurs et d'apprenants. Et s'il y a également des assistantes administratives qui vont gérer toute la partie administrative. Donc, moi, personnellement, le CRM n'est pas un frein. Enfin, moi qui ai toujours travaillé avec des CRM depuis que je travaille, en fait, hein, depuis 90, j'ai toujours travaillé, alors peut-être pas en 90, mais on va dire début 2000, j'ai toujours travaillé avec des CRM. Et quand on voit le gain de temps qu'on a avec ces logiciels et ces outils, oui, déjà, ça permet de créer sa base de données et ça permet également de faire des liens avec d'autres outils qu'on peut intégrer si on veut faire de la prospection, du mailing, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant toujours de démarrer avec un CRM. C'est notre première base de données. Et depuis quelques années maintenant, ça fait bien plus de 15 ans, les premiers CRM qui sont arrivés pour les formateurs se sont justement attachés à faire gagner du temps aux formateurs. Mais vraiment, il y a des CRM qui sont vraiment spécifiques aux organismes de formation maintenant. Comme Digiformat, par exemple? Oui, il y a Digiformat, mais il y en a d'autres. Si tu vas voir sur Internet et que tu tapes un moteur de recherche CRM pour formateurs, tu verras qu'il y en a... je ne les ai pas comptés, mais une fois, je suis allée voir un comparateur, justement, qui permettait de lister tous les logiciels existants pour le formateur. Et tu en as, si je te dis une cinquantaine, c'est même pas, enfin, il y en a quand même pas mal. Hein. Pour le choisir, là, tu es contente. C'est bon, je vais tester les 50 et puis je reviens. C'est pas ça. Alors, l'avantage avec les comparateurs, c'est que ça te montre, par rapport à des critères de choix, quels sont en fait tes besoins de choisir un CRM. Le comparateur, lui, va te, on va dire, pas faire le choix à ta place, mais il va te prémâcher en fonction de quels sont tes besoins, les avantages et les inconvénients de chacun. Oui. Donc, je préconise, moi, lorsqu'on choisit un logiciel pour aller vers un CRM spécial formation, déjà de connaître quels sont ses besoins. Parce que de suite, ça peut faire augmenter le prix. Ah, bien sûr. Et après, on peut choisir un logiciel qui est, comment on appelle ça, peut-être disproportionné, surproportionné par rapport aux besoins qu'on a. Oui. Donc, pas la peine d'avoir toutes les fonctionnalités. Démarrer d'abord petit, avec quelques fonctionnalités, et ensuite, au fur et à mesure, faire entrer d'autres fonctionnalités dont on a besoin pour se développer dans notre gestion administrative. D'accord. Bon, on en aura appris des choses aujourd'hui. Hein. Voilà. Heureusement que j'ai pris des notes. Et j'espère que tout le monde a pris des notes. Attention, hein, on va venir voir. T'aider. Alors, si tu veux, pour t'expliquer effectivement qui je suis, je te partage. Oui. C'est qui? Je te partage, voilà, pour te dire exactement qui est facile à cliquer. Donc, Corinne Véry-Limière, vous l'avez vu, hein, il y a un logo derrière. J'ai créé donc la marque Facile à cliquer. Donc, je suis entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi Impulsion qui se trouve au Fousseret, dans le 31, dans le département 31, donc dans le sud de Toulouse. Et mon accompagnement, en fait, alors je rejoins un peu ce que tu fais, Florence, c'est que j'accompagne des formateurs. C'est-à-dire qu'une personne qui est entrepreneur, qui a une activité et qui souhaite développer une activité de formation en complément, tout est dans mon accompagnement. Devenez formateur, puisqu'on va créer l'organisme de formation ensemble, c'est-à-dire qu'on va se déclarer à l'adresse et obtenir un numéro d'enregistrement. Ensuite, on va ensemble créer les programmes et les supports pédagogiques. Donc pour ça, j'ai une formation de formateur qui permet donc de mettre en place et l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Ensuite, on voit ensemble quel est le logiciel de gestion si
on veut passer par un logiciel. Sinon, on le fait comme tout bon formateur au début avec Word et Excel. Et ensuite, à la fin, pour les personnes qui ont des clients qui bénéficient de fonds publics ou de fonds mutualisés, on se prépare à passer l'audit. Donc, plus que la certification, en fait, c'est se préparer à l'audit, puisque l'audit, c'est une journée d'entretien avec un auditeur. Donc, c'est un peu comme préparer son bac. Au début, il faut un peu s'entraîner. Ce n'est pas uniquement créer des documents, c'est savoir répondre aux indicateurs et ensuite se préparer à répondre à l'auditeur. D'accord. C'est bien, devenez formateur, attention, parce que ça me parle, moi, cette histoire-là. Donc, je Non, pense qu'on bien va être sûr. complémentaires, Florence, parce que j'aurai Eh besoin ben, de tes oui. services aussi pour la gamification. Non, mais Je suis pas au top là-dessus. non, mais c'est vrai, tu vois, on pourrait se dire, bah tiens, enfin, je pourrais me dire, mais attends, Corinne, c'est une concurrente. Eh ben, en fait, pas du tout. Tu vois, moi, je pars pas du tout de ce constat. Et même si, bah oui, devenez formateur, moi, c'est devenez formateur coach. Même si on a la même chose, même si on aurait le même logo, de toute façon, on ferait pas la même chose. Parce que tu vois, toi, tu crées l'organisme de formation. Ça, c'est pas quelque chose que je fais, bien sûr. Mise en place d'un logiciel encore moins. Et la préparation à l'audit, là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je pense que quelqu'un qui veut, qui se dit, allez, ça y est, je vais passer un audit, il peut, s'il n'est pas préparé, il va droit dans le mur, en fait. Alors que là, au moins, bah, tu vas déjà pouvoir le guider et puis démystifier, poser les bonnes questions aussi Je suis pour pouvoir le consultante préparer avant au d'être mieux. formatrice. Voilà. Mm. La consultante, en fait, c'est ça. C'est d'abord donner du conseil. C'est être dans une posture où on analyse d'abord le besoin et les attentes du client. La formation, elle vient après. Mais dans un Oui. premier temps, l'objectif ici, c'est d'abord d'être consultante, c'est de donner du conseil. Mm. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs organismes de formation que j'ai amenés à la certification Calliope qui m'ont dit, bon, ben maintenant, ce que tu peux faire, c'est former nos assistantes elles-mêmes à devenir assistantes de formation. Donc là, mon projet pour 2022, je fais un petit teasing, mon projet pour 2022, c'est justement de mettre en place une formation spécifiquement pour les secrétaires administratives ou commerciales qui veulent accompagner donc des organismes de formation, donc qu'elles soient salariées ou indépendantes, peu importe, quel que soit leur statut. Et avec cette formation de 3 jours, c'est justement comment on accompagne un organisme de formation dans sa gestion administrative. Donc déjà, c'est découvrir ce que c'est que cette démarche qualité et ensuite, quels sont tous les documents qu'il faut produire, se les approprier. Et à partir de là, également, lorsque des clients demandent des demandes de financement, savoir accompagner le client également dans leur demande de financement, puisque beaucoup de clients ne savent pas à qui s'adresser au moment de financer leur formation. Donc là, c'est pareil, ça fait partie de cette formation. Bah, je trouve que l'idée, elle est géniale et je trouve que c'est même hyper intelligent parce que, tu vois, ça me rappelle un organisme avec lequel je travaille. Leur assistante administrative, elle est partie et ils ont pris une personne qui était déjà habituée à avoir de la certification Calliope et eux, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer au premier audit et ils se sont dit, on va la prendre elle parce qu'elle s'y connaît. Et rien que par son expérience, elle a déjà mis tu vois, rien que des procédures en place, il y a plein de contacts qu'on va avoir, des réunions, enfin, il y a toute une démarche, en fait, qualité qui se met en place. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on comprend d'un coup avec les procédures le rôle de chacun, la liaison qu'il y a avec les uns et les autres. Et d'un coup, bah, ça devient de la qualité. On comprend ce que tout le monde doit faire et on va tous dans le même sens. C'est chouette cette formation. Tu nous en diras un peu plus, évidemment, dès qu'elle est prête, pour qu'on Ben le oui, sache. suivez-moi sur LinkedIn. Très bien, alors on va te suivre sur LinkedIn. Eh Merci bien, Florence. ben merci à toi, merci pour ton temps. C'était très agréable. On est maintenant bien préparé. On est prêt pour Calliope ou pas, hein, ça dépend. On se pose, en tout cas, on sait les questions qu'il faut se poser maintenant pour C'est Calliope. surtout ça. Est-ce que ça vaut le coup? COUP, COUT.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Florence. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like. Vous le voyez comme Léa, eh bien simplement en posant une question, eh bien on a répondu. Je n'avais pas la réponse, c'est vrai. Là, vraiment, je ne savais pas, je séchais. Et je lui avais dit, ne t'inquiète pas Léa, on va te répondre avec Corinne la semaine prochaine. Eh bien, c'est justement ce qu'on a fait. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et j'y réponds. Et donc je remercie Léa pour son commentaire, Jackie, Lamia, Jo et Manoa TV. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Et bien entendu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merde, j'ai oublié de parler de ça. C'est pas grave, retourne hors de temps, on y va. Ce serait quand même malheureux de pas s'en servir. Alors attends, 3 tours devraient suffire. Ah, si on avait des combines comme ça dans la vraie vie, ce serait quand même merveilleux. Regardez ça comme c'est beau. Joyeux Halloween! Oh, c'est quand même plus joli que de dire c'est la fête de la Toussaint. C'est la fête des morts. Ça veut dire que lundi,